Bonjour à tous. Je vais commencer par un peu de terminologie. Nous aimons commencer par là, quelle que soit la personne à laquelle nous nous adressons ou avec laquelle nous parlons, car la confusion sur le langage utilisé est souvent à l'origine de nos premiers problèmes. Ainsi que je m'adresse à des étudiants de premier cycle ou à des chercheurs responsables de portefeuilles de recherche d'1 million de dollars, ou à des étudiants en soins infirmiers, en formation médicale ou en pratique sage-femme comme vous tous, j'ai tendance à commencer par une leçon de terminologie. J'aimerais donc vous inviter à considérer le sexe comme une assignation médicale fondée en grande partie sur l'apparence des organes génitaux. La plupart d'entre nous pensent connaître notre sexe parce qu'un médecin, une infirmière, un échographiste ou un membre de la famille a regardé entre nos jambes et a déterminé si nous avions une vulve ou un pénis et nous a assigné sexe masculin ou sexe féminin en conséquence. Les organes génitaux sont censés parler d'eux-mêmes et beaucoup d'autres composantes biophysiques compliquées du sexe sont souvent laissées à l'état de supposition et non vérifiées. Ainsi, nous nous attendons à ce qu'une personne qui a une vulve, qui est assignée sexe féminin, ait une trajectoire pubertaire particulière, qu'elle ait des besoins reproductifs particuliers plus tard dans sa vie, qu'elle ait des caractéristiques sexuelles secondaires particulières, et tout cela est censé suivre une trajectoire particulière. Les assignations dont nous disposons sont masculines et féminines, bien qu'il soit important de se rappeler qu'une partie non négligeable de la population humaine soit intersexuée, c'est-à-dire qu'elle présente des caractéristiques de développement sexuel qui ne lui permettent pas de s'intégrer parfaitement dans les deux catégories binaires de sexe masculin ou sexe féminin, qui est également une catégorie juridique. Ainsi, pour beaucoup d'entre nous, le sexe qui nous a été assigné correspond à une sorte d'inspection visuelle des organes génitaux, à une détermination du sexe masculin ou féminin, puis ce M ou F est inscrit sur un premier certificat de naissance et cette lettre a tendance à nous suivre plus tard dans la vie dans une variété d'autres endroits. Il est important de noter qu'à l'âge adulte, au Canada, il est possible de changer ce marqueur légal et donc d'avoir un sexe particulier qui lui a été assigné et un sexe légal particulier. Et ceux-ci peuvent être différents l'un de l'autre. Si nous avions tout le temps du monde, nous pourrions passer des semaines et des semaines sur ce qu'est le sexe et ce qu'il n'est pas. Sur le fait que la science du sexe est en fait profondément compliquée, que de nombreux éléments que nous considérons comme faisant partie du sexe sont en fait plus bimodaux que binaires. En d'autres termes, le sexe masculin et le sexe féminin ont beaucoup plus de points communs que de différences. Mais il suffit de dire pour l'instant que le sexe est compliqué et qu'il est généralement décrit en utilisant le langage de sexe masculin, sexe féminin ou de l'intersexualité. Cette notion est distincte de celle de genre et j'aime à considérer le genre comme le pinceau de toutes les significations socioculturelles qui sont attribuées ou peintes sur le corps sexué et les personnes genrées. Il s'agit donc de toutes nos normes sociales, de nos rôles genrés, de nos attentes, de nos stéréotypes, de toutes les significations différentes de ce que signifie être une personne sexe masculin ou sexe féminin, un homme, une femme, une personne non binaire. Et cette signification socioculturelle change à travers le temps et l'espace. Cela signifie que le mot femme, par exemple, ou l'idée d'âge adulte des femmes, est en fait multiple et variable, qu'il n'y a pas de façon unique d'être cette chose appelée femme, et que ce qu'est la femme a changé à travers le temps et le lieu, change en fonction de votre politique, de votre géographie ou de votre religion, et donc le genre en tant que catégorie générale est tout cela. Lorsque nous pensons au genre, nous pensons spécifiquement à l'identité de genre, c'est-à-dire à ce sentiment interne de soi par rapport aux catégories culturellement disponibles. Ainsi, lorsque je prononce le mot homme et que vous regardez à l'intérieur de votre âme, de votre esprit, de votre psyché ou de votre cœur, selon ce qui résonne en vous, vous obtenez un oui ou peut-être un non ou peut-être une peut-être. C'est comme un chandail mal ajusté. Je peux l'étirer pour qu'il maille, mais ce n'est pas l'idéal. C'est votre identité de genre. Et la beauté de l'identité de genre, c'est que vous êtes l'autorité, parce que vous êtes le seul à pouvoir entendre cet oui, ce non ou ce peut-être intérieur. Mais la tension avec l'identité de genre est que vous êtes l'autorité, et donc le travail d'autres personnes sont de simplement vous croire quand tu leur dis quel est ton genre. Parce que vous êtes la seule personne qui a accès à ce que nous appelons l'identité de genre décrite à la première personne ou assignée. Ainsi, un enfant né avec une vulve se verrait attribuer le sexe féminin et se verrait presque simultanément attribuer le genre de fille, presque dans un instant. C'est la raison pour laquelle nous organisons des fêtes de révélation du sexe, par exemple, pour les fœtus qui n'ont pas encore cette perception de soi et ressentie, mais à qui l'on attribue une identité de genre et dont on attend qu'ils s'y conforment. Ainsi, la personne assignée sexe masculin en raison d'un pénis se voit attribuer le genre de garçon et est censée devenir un homme, tout comme la personne assignée sexe féminin en raison d'une vulve se voit attribuer le genre de fille et est censée devenir une femme. De plus en plus, de personnes élèvent leurs enfants de manière créative en matière de genre, en limitant ou en repoussant cette façon d'assigner un genre jusqu'à ce que la jeune personne puisse vous parler de sa propre identité à la première personne. Cette notion est souvent confondue avec l'expression du genre, qui est la manière dont nous exprimons,
présentons ou affichons notre genre aux yeux du monde. Il peut s'agir de notre comportement, de nos manières, de ce que nous faisons de notre apparence extérieure, comme nos cheveux, notre maquillage ou notre façon de nous habiller, et notre expression de genre est généralement associée aux normes de genre. Nous utilisons donc le langage de la féminité, de la masculinité ou de l'androgynie pour décrire les modes d'expression qu'une personne peut adopter. Les termes non conformes au genre et conformes au genre sont souvent confondus avec le terme trans, mais la conformité au genre fait essentiellement référence à une personne dont l'identité de genre, par exemple en tant que femme, correspond à la manière dont on s'attend à ce que cette personne affiche son genre ou l'exprime, c'est-à-dire la féminité. Ainsi, une femme féminine, un homme masculin, sont des personnes dont la conformité de genre correspond à leur identité d'une manière que nous pourrions attendre dans un monde normatif cis. La non-conformité de genre, à l'inverse, fait référence à une personne dont l'identité et l'expression ne correspondent pas à ce que nous attendons, comme une femme masculine, un homme efféminé ou une personne non-binaire qui n'est pas androgyne, parce que nous attendons souvent l'androgynie des personnes non-binaires. Le terme non conforme au genre fait donc référence à une relation entre l'identité et l'expression. Il arrive que l'on dise non conforme au genre, mais que l'on veuille dire trans ou vice-versa. Mais de nombreuses personnes cisgenres sont non conformes au genre si elles expriment ou affichent ou présentent leur genre d'une manière qui ne correspond pas à ce que l'on attendrait de ces cadres hégémoniques qui exigent la féminité des femmes ou la masculinité des hommes. Le langage de cisgenre et transgenre est peut-être un concept nouveau pour vous, même si vous l'avez probablement déjà entendu. Le type de mot dont il s'agit cisgenre et au transgenre est la modalité de genre. Nous avons donc l'identité de genre, l'expression de genre et maintenant une troisième facette du genre appelée modalité de genre. Il s'agit de la relation entre ce qui a été assigné à une personne, sexe féminin égale fille, et la façon dont elle s'identifie aujourd'hui, ce sentiment interne de soi. Le terme cisgenre désigne donc une personne à qui l'on a assigné un sexe particulier, à qui l'on a assigné le genre prétendument correspondant et qui continue à s'identifier comme tel. Ainsi, une femme cisgenre est une femme à qui l'on a assigné sexe féminin à la naissance. Le mot cisgenre nous indique que cette relation est une relation de concordance ou d'alignement, d'accord, de continuité. De nombreux mots sont utilisés pour décrire la concordance, c'est-à-dire le fait que les choses s'alignent comme nous le souhaitons. Le terme transgenre désigne donc une personne à qui l'on a assigné un sexe particulier, masculin ou féminin, et à qui l'on a assigné le genre prétendument correspondant, homme ou femme. La relation entre l'identité et l'assignation est une relation de discordance, de désaccord ou de discontinuité. Ce qui est magnifique ici, c'est que le transgenre, en tant que modalité, sert de parapluie pour décrire toutes sortes de personnes qui ne s'identifient pas à la manière dont elles ont été assignées. Et la modalité de genre est une façon productive de penser à ce sujet parce qu'elle ne présume pas de l'identité. C'est-à-dire qu'il existe de nombreuses personnes transgenres, en tant que modalité, qui ne s'identifient pas comme transgenres, mais simplement comme hommes, comme femmes ou comme personnes non binaires. La modalité de genre nous indique que leur modalité est trans, même si leur identité ne l'est pas. Il s'agit donc d'une distinction importante à faire. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous dit que son genre est homme. Vous pouvez savoir que sa modalité est trans, qu'il s'agit d'un homme à qui on n'a pas assigné sexe masculin à la naissance, mais cette personne ne revendique pas le trans comme faisant partie de son identité dans le monde. De nombreuses personnes cis ont également commencé à revendiquer le cisgenre comme faisant partie de leur identité. Mais ce type de mot, cisgenre et transgenre, est un concept de modalité par opposition à une identité avec le type de terminologie définie. Nous avons le sexe, nous avons le genre et les facettes du genre. Nous pouvons commencer à réfléchir aux normes dominantes qui opèrent dans cet espace. La première est la cisnormativité, qui repose essentiellement sur l'hypothèse, avant tout, qu'il n'y a que deux sexes, masculin et féminin, ce qui n'est pas vrai. C'est beaucoup plus compliqué que cela. L'hypothèse selon laquelle il n'y a que deux genres, l'homme et la femme, vient s'ajouter à cela. Le troisième postulat est que ceux-ci vont s'aligner de manière particulière, de sorte que le sexe féminin soit égal à la femme et que le sexe masculin soit égal à l'homme. Ce postulat est tellement répandu que l'un découle de l'autre qu'en fait nous voyons les mots utilisés de manière interchangeable, y compris dans de nombreuses recherches infirmières et médicales. Je vois le genre de confusion conceptuelle qui se produit ici et c'est parce que l'on suppose que ces choses vont s'aligner ou correspondre d'une manière très particulière. En raison de cette hypothèse, les personnes cisgenres, les personnes dont l'identité correspond à leur assignation, sont anticipées dans la société dans laquelle nous vivons. Elles sont prévues, elles sont valorisées, elles sont considérées comme le statu quo tel qu'il est censé être. À l'inverse, les personnes transgenres, celles dont l'identité ne correspond pas à la façon dont elles ont été assignées, ne sont pas anticipées, ne sont pas prévues, sont dévalorisées. Dans certains endroits, c'est un crime. Dans d'autres, c'est un péché. On considère alors qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné.
C'est une sorte d'aberration ou d'anormalité. Quelque chose n'a pas fonctionné de sorte que l'on n'ait pas réussi comme on est censé le faire, c'est-à-dire être cisgenre. C'est la cisnormativité à l'œuvre. Nous nous attendons donc à ce qu'une personne à qui l'on a assigné un sexe particulier, le sexe féminin, est un sexe légal à F, s'identifie en tant que fille ou femme et exprime son genre de manière féminine. Si elle a une relation, elle sera la petite amie ou l'épouse. Si elle devient parent, elle sera mère. Et nous avons tendance à utiliser ces mots de manière interchangeable. Nous pouvons donc concevoir un espace de soutien postpartum et dire qu'il s'adresse aux mères, parce que nous parlons de femmes, parce que nous parlons de personnes qui sont assignées sexe féminin à la naissance, et nous supposons que ce mot va convenir à tout le monde, parce que nous supposons que l'identité, l'expression, les titres, les rôles et les normes de tout le monde va s'inscrire dans cette ligne rose. Nous pouvons donc utiliser tous les mots de cette ligne de manière interchangeable, et nous avons également une ligne bleue qui présente une carte similaire. Pourtant, lorsque l'on commence à penser aux personnes transgenres, on se rend compte à quel point cela peut être désordonné, à quel point cela peut être magnifiquement désordonné de mon point de vue, à tel point que lorsque l'on dit femme, mais que l'on veut parler d'une personne assignée sexe féminin, il se peut que l'on oublie des personnes. Ainsi, lorsque vous concevez un espace ou un service pour les mères qui n'utilisent pas un langage inclusif, nous allons manquer des gens. En fin de compte, ce que nous avons créé, ce sont des silos cisnormatifs de la vie et de la santé reproductive, et cela s'applique à l'avortement. Il est presque certain que nous avons des portes métaphoriques et littérales marquées comme des espaces de santé pour les femmes, des hôpitaux pour les femmes, des cliniques pour les femmes. L'avortement est considéré comme un service de santé pour les femmes, et c'est derrière cette porte métaphorique et littérale que se trouvent les services d'avortement. Pourtant, de nombreuses personnes autres que des femmes ont besoin de franchir cette porte pour accéder aux soins. Il y a beaucoup d'hommes trans, qui préfèrent peut-être franchir la porte avec la mention homme, mais ils ne trouveront pas de service d'avortement derrière cette porte, parce que nous avons en quelque sorte codifié la santé des femmes. Ce que nous voulons réellement dire, c'est la santé des personnes assignées sexe féminin à la naissance. Nous avons donc confondu la terminologie et la façon très binaire dont nous avons divisé les services de santé et la façon même dont nous nommons les espaces où nous travaillons ou dont nous nommons les types de travaux que nous effectuons. Les cliniciens et les chercheurs disent qu'une grossesse, un postpartum, un cancer du sein, ce genre de choses, et cela a été en quelque sorte codifié comme étant la santé des femmes, d'une manière qui ne tient pas compte des personnes transgenres. Un autre binaire, ou plutôt une norme dominante, à laquelle nous devons réfléchir s'appelle la transnormativité. Et c'est lorsque nous pensons aux personnes trans, parce que de plus en plus souvent nous pensons aux personnes trans, il y a parfois une fixation sur le fait qu'il y a une sorte de bonne manière unique d'être trans, que les personnes trans doivent avoir une apparence, agir, se comporter ou s'identifier d'une manière tout à fait singulière et correcte. La transnormativité nous rappelle que les personnes trans sont censées être binaires. S'il n'y a que deux genres, l'homme et la femme, on s'attend à ce que les personnes trans ne s'identifient que de manière binaire, en tant qu'homme trans ou femme trans, d'une manière qui efface ou invisibilise les personnes non binaires. On s'attend également à ce que les personnes trans vivent une dysphorie, cette sorte de sentiment incarné de rejet, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en effet, la troisième caractéristique ici est l'hypothèse que les personnes trans auront accès aux technologies de transition médicale afin d'atténuer cette dysphorie incarnée qu'elles ressentent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes trans identifiées de manière binaire qui souffrent de dysphorie et pour qui la transition médicale est un soin salvateur. Le problème se pose lorsque nous dépeignons cela comme la seule façon d'être trans, d'une manière qui efface ou néglige les expériences des personnes pour lesquelles ce récit ne correspond pas à leur vie. Cette transnormativité se manifeste de manière importante dans la vie et la santé génésique. Tout d'abord, on considère que les personnes trans ne sont vraiment dysphoriques que si elles rejettent l'utilisation de leur corps à des fins reproductives ou sexuelles. L'idée est que si votre corps est la source de votre détresse, vous ne l'utiliseriez probablement pas pour avoir des relations sexuelles, vous ne l'utiliseriez probablement pas pour tomber enceinte, et le rejet du plaisir sexuel ou le rejet de ces types de capacités reproductives est considéré comme la façon de montrer que vous êtes authentiquement qui vous êtes. Si les vrais hommes ne tombent pas enceintes, c'est-à-dire les hommes cis, alors un homme transgenre est censé rejeter l'idée d'une grossesse pour montrer aux gens qu'il est légitimement un homme. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que les personnes cisgenres et leurs relations à l'incarnation sont considérées comme la bonne voie et les personnes transgenres sont censées y adhérer également, y compris en rejetant en quelque sorte la vie reproductive comme preuve d'authenticité.
En outre, nous avons souvent attendu des personnes trans qu'elles renoncent à leur capacité reproductive pour pouvoir effectuer une transition médicale. Avant que nous ayons connu la complexité de la fertilité en relation avec les hormones d'affirmation du genre, les personnes transgenres renonçaient littéralement à leur capacité de reproduction. On leur disait: vous ne pourrez peut-être jamais tomber enceinte si vous prenez de la testostérone, signe sur la ligne pointillée. Et on considérait que c'était justement ce qu'il fallait sacrifier. Ce qui nous amène à ma dernière petite section, avant de passer la parole à mon collègue, qui porte sur l'effacement. Ainsi, si nous vivons dans cet ensemble de normes dominantes, nous vivons également dans un climat de profonds effacements. Le premier type d'effacement s'appelle effacement informationnel et c'est le langage utilisé par l'équipe de Greta Bauer. Il s'agit d'un manque de connaissances sur les personnes transgenres, y compris sur toutes les facettes de leurs besoins en matière de santé génésique et d'un manque de connaissances sur les informations existantes. On part donc du principe qu'il n'existe aucune information sur la vie et la santé reproductive des personnes transgenres. Il y en a, mais je peux vous dire qu'elles ne sont pas très nombreuses. Je tiens à jour une base de données sur la littérature relative à la santé reproductive des personnes trans et je pense que nous en sommes à un peu plus de 700 articles. Ce qui n'est pas rien, mais c'est aussi une goutte d'eau dans l'océan si l'on considère l'ensemble de la littérature dans ce domaine. Nous sommes donc confrontés à des lacunes d'information qui ressemblent davantage à un grand canyon d'informations sur la vie et la santé reproductive des personnes transgenres. L'idée de l'effacement institutionnel est liée à cela. Il s'agit essentiellement d'un manque de politique ou de pratique, de logistique et de facettes opérationnelles des soins qui anticipent la présence d'une personne trans dans l'espace. Ainsi, vous pourriez entrer dans une clinique d'avortement ou un espace offrant des services d'avortement et être confronté à des politiques et des pratiques qui ne savent même pas que vous veniez. On tente de remédier à cet effacement en ajoutant des mesures ad hoc à la volée. Et vous savez, nous avons vu des gens rayer le mot femme sur une brochure avant de la remettre ou s'excuser au nom de l'architecture qu'il n'y ait pas de salle de bain accessible à tous. Il y a une sorte d'accommodement ad hoc frénétique qui se produit parce que les politiques et les pratiques n'ont pas anticipé l'arrivée des personnes transgenres. Le troisième type d'effacement concerne les barrières politiques ou philosophiques. L'idée est qu'il s'agit d'espaces réservés aux femmes, de services réservés aux femmes pour lesquels les femmes se sont battues avec acharnement et que l'inclusion des personnes transgenres va d'une certaine manière saper ces efforts. Nous pensons parfois qu'il s'agit d'un modèle de pénurie, comme si les ressources étaient une tarte et qu'il n'y avait pas assez de tarte pour tout le monde. Nous sommes donc préoccupés par le fait d'être inclusifs, car nous craignons que cela limitera notre capacité à fournir des services aux femmes qui ont besoin de nous. Ce sont les trois types de barrières et d'effacement que nous voyons se produire ici. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'avortement inclusif pour les personnes trans, il y a près de 20 ans, la question que me posèrent les fournisseurs d'avortement était: attendez, les personnes trans ont besoin d'avorter? C'était le premier type d'effacement, le premier type de transnormativité, l'idée étant que les gens ne savaient tout simplement pas que les personnes trans auraient le genre de relations sexuelles qui pourraient les mener à une grossesse telle qu'elles arriveraient à la porte d'une clinique d'avortement. La deuxième question était la suivante: mais existe-t-il des études scientifiques évaluées par des pairs à ce sujet? Existe-t-il des analyses systématiques? Avons-nous des enquêtes à l'échelle de la population? Et avons-nous des données sur les personnes transgenres et l'avortement? Nous entendons également des gens nous dire que nous n'avons pas les compétences nécessaires pour servir les personnes trans ou que l'inclusion n'est qu'une question de nom et de pronoms. Et que tant que vous utilisez correctement les noms et les pronoms d'une personne, vous avez réussi, vous avez fait cette chose appelée soins d'affirmation de genre ou soins inclusifs pour les personnes de trans. Par ailleurs, dans le domaine de la santé des personnes transgenres, il n'y a pas de discussion sur l'avortement. Certains disent: nous nous efforçons davantage d'aider les personnes trans à avoir des enfants, et l'avortement n'est donc même pas dans notre champ d'action. On assiste donc à une sorte d'effacement dans ces deux espaces: l'effacement des personnes transgenres de la rhétorique de l'avortement, de l'espace, et des services liés à l'avortement et l'absence de l'avortement dans le monde de la santé transgenre également. Cet effacement institutionnel, ce manque de politiques et de pratiques, se produit partout et vous allez commencer à le voir et à ne pas pouvoir l'effacer. Mais cela va bien au-delà des noms et des pronoms. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous pouvons penser à tout, de la façon dont un lieu est identifié, aux politiques de prise de rendez-vous, aux pratiques de sécurité, à la nécessité de présenter une pièce d'identité, aux problèmes liés aux formulaires de facturation, aux examens physiques, aux préoccupations en matière de vie privée et de confidentialité, à la façon dont les autres clients réagissent à la présence d'une personne trans dans un espace, à ce que c'est que de travailler dans une clinique d'avortement ou dans un hôpital qui fournit des soins d'avortement, et à la question de savoir si le personnel est formé. C'est un peu toute la gamme. Ainsi, si l'on considère la rencontre d'un patient ou d'un client avec votre espace du début à la fin, il y a des dizaines d'occasions de réfléchir à la manière dont nous pouvons adapter nos politiques et nos pratiques pour tenir compte du potentiel des personnes transgenres dans l'espace. Sur ce, je passe la parole à mon collègue. Merci. Bonjour à tous.
Mon collègue a évoqué les réflexions et les recherches sur les personnes transgenres, en particulier sur l'accès aux soins en cas d'avortement. Bien qu'il y ait quelques informations, il existe un certain nombre d'études limitées basées aux États-Unis, ainsi que quelques informations au Canada qui examinent combien de personnes trans ont accès à l'avortement. Les informations disponibles sont assez limitées, mais il est également assez facile d'estimer que les chiffres disponibles sont assez faussés pour un certain nombre de raisons. Les personnes transgenres qui se font soigner dans une clinique ou chez un autre prestataire de soins de santé peuvent ne pas dire qu'elles sont transgenres si l'espace ne leur semble pas propice à cela. Ainsi, même les prestataires peuvent ne pas savoir qu'ils ont vu un client trans ou non binaire, si ce dernier n'a pas fourni cette information. Mais il y a aussi beaucoup de systèmes, pour un certain nombre de raisons, qui ne suivent pas ou ne sont pas construits de manière à enregistrer le genre et toutes ses facettes. Il arrive donc que des personnes soient simplement enregistrées dans une catégorie parce que le système est conçu de cette manière, ce qui fausse les statistiques. Par ailleurs, nombre d'entre vous ne seront probablement pas surpris d'apprendre que les statistiques globales et l'avortement sont fascinants un peu partout et souvent rapportés par les cliniques elles-mêmes, et que même les données sont généralement périmées de 2 ou 3 ans. Cela rend difficile la compréhension des chiffres réels. Mais en fait, quand on y réfléchit, la réalité est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont ou qui auraient accès aux soins en matière d'avortement s'ils étaient inclusifs pour les personnes transgenres. Je voulais vous faire part de cette étude réalisée par un groupe local qui s'est penché sur l'expérience des personnes transgenres dans le domaine de la santé en général et sur ce qu'elle était réellement. Cette étude fait partie d'une étude plus large sur la sécurité ou l'accueil des personnes transgenres dans les lieux de soins, mais cette étude s'est intéressée spécifiquement à ces environnements particuliers, à la sécurité ressentie par les personnes qui l'ont demandé. On constate donc un nombre très élevé de personnes qui se sentent en danger dans les hôpitaux, les salles d'urgence, les cabinets médicaux ou les services de soins d'urgence et un nombre assez important de personnes qui évitent également ces espaces. Encore une fois, pour toutes les données, il est important de se rappeler qu'il s'agit de personnes qui ont accepté de participer à une étude. Il y a aussi probablement des personnes qui ne se sentent pas en sécurité dans ces espaces, qui ne sont pas non plus celles qui pourraient répondre à une enquête. Le tableau n'est pas parfait, mais la réalité est que beaucoup de gens disent que ce sont des espaces dans lesquels ils ne se sentent pas à l'aise ni en sécurité. Et bien que cela ne soit pas spécifique à l'avortement, je pense qu'il est très important que nous nous souvenions que lorsque les gens viennent chercher des soins auprès de nous, quelle que soit leur capacité, nous ne sommes probablement pas leur première expérience en matière de soins de santé lorsqu'ils franchissent la porte. J'ai travaillé avec beaucoup de gens pour favoriser l'inclusion des personnes trans dans leurs services, et j'ai parfois entendu dire que les gens arrivent sur la défensive ou qu'ils sont sur l'offensive. Ils arrivent et sont prêts à ce que le pire se produise. Votre expérience avec cette personne à ce moment-là n'est qu'une parmi tant d'autres, et la réalité est que les gens ont probablement subi une bonne dose de transphobie et d'autres formes d'oppression lorsqu'ils ont cherché à obtenir des soins au passé. Il n'est donc pas rare qu'une personne se présente et se prépare à ce que les choses ne se passent pas bien. J'en parle souvent comme d'un mécanisme de protection. Je vais y aller en pensant que ça ne va pas être génial, parce que je sais que ça n'a pas été le cas au passé, et je dois réfléchir à la façon dont je vais m'en sortir. Je pense donc qu'il faut simplement se rappeler que l'expérience qu'ils ont avec vous fait probablement partie d'une série d'expériences très compliquées. Cela dit, les conversations se multiplient sur l'accès des personnes transgenres en général, mais aussi en particulier dans le domaine de l'avortement. Choice Connect est un projet de l'endroit où je travaillais, le Shore Centre, qui est une succursale régionale de Planned Parenthood. Il s'agit d'une base de données nationale sur les fournisseurs d'avortements dans tout le pays. Il y a un certain nombre d'autres listes, l'AIR qui répertorie également un certain nombre de prestataires, ainsi qu'Action Canada. Mais lorsque j'étais au Shore Centre, nous avons commencé à collecter des données sur l'accessibilité des cliniques et sur ce qu'elles font pour intégrer les personnes transgenres. Nous avons envoyé un formulaire qui posait une tonne de questions, pas seulement une case à cocher du genre êtes-vous trans-inclusif ou non. Il s'agissait d'une série de questions du type qu'avez-vous mis en place. Il ne s'agit pas nécessairement d'un jugement, mais d'une décision à prendre pour savoir si ce service fonctionnera ou non pour les personnes transgenres. Ce ne sont là que quelques exemples de ce que les gens de Toronto ont mis en place dans ces cliniques particulières. Lorsque nous travaillons sur des projets d'inclusion des personnes transgenres, nous sommes très attentifs au fait que je ne peux pas vraiment juger que ces endroits seront inclusifs. Il y a beaucoup d'éléments en mouvement dans ce domaine, mais nous pouvons examiner les éléments qui ont été mis en place pour essayer de garantir une meilleure expérience. Je disais à mon collègue que j'aime bien donner des conférences à ce sujet, qu'il y a une intersection intéressante entre les groupes droit à la vie, ou pro-vie, ou anti-choix, et les gens qui s'en prennent aux personnes transgenres.
en particulier les conversations sur les jeunes personnes transgenres, mais il s'agit en fait souvent du même groupe qui fait ce type de travail. Je pense qu'il est important que nous nous souvenions, en particulier ceux d'entre nous qui envisageons de travailler sur l'avortement, non seulement parce qu'ils veulent le faire sur leur lieu de travail, mais aussi parce qu'ils croient profondément à l'accès à l'avortement, et que cela peut être aussi important dans vos valeurs que les personnes qui attaquent ce type d'autonomie corporelle s'en prennent souvent à de nombreux types d'autonomie corporelle et que l'accès à des soins inclusifs ou affirmant les personnes trans fait partie de l'autonomie corporelle. L'exemple du droit à la vie provient de l'un de mes groupes locaux qui parle souvent de l'anti-choix et de la transphobie. On parle beaucoup de ce qui s'est passé en Alberta au cours de l'année écoulée et nous assistons à des discussions similaires dans l'Est et dans tout le pays sur l'accès à des soins de santé qui tiennent compte des différences de genre. Les groupes nationaux anti-choix diffusent des messages qui sont à la fois contre le choix et contre les personnes trans. Je pense qu'il est important de comprendre que dans le cadre de notre travail, il est vraiment important de réfléchir à la manière et aux raisons pour lesquelles nous le faisons, mais aussi plus globalement dans le débat sur l'autonomie corporelle et le droit à l'avortement, que les personnes qui travaillent contre nous sont les mêmes, et qu'il existe un lien profond entre elles. Voyons donc ce que cela donne en pratique. La première chose que nous voulons partager est que les stratégies de soutien aux personnes transgenres améliorent en fin de compte l'accès aux soins pour tous les clients. Il s'agit là d'une affirmation générale, mais je dirais aussi qu'il y a beaucoup d'impact pour les personnes qui ont peut-être d'autres considérations à prendre en compte pour leurs soins. Certaines des choses dont nous allons parler, par exemple, pourraient avoir des répercussions profondes et positives pour les personnes qui ont subi des traumatismes. Il existe un certain nombre d'initiatives qui tiennent compte des traumatismes. Ainsi, si vous aidez une personne qui a survécu à des violences sexuelles, il y a un certain nombre d'éléments qui s'appliquent également à l'aide aux clients handicapés. Souvent, lorsqu'une personne handicapée accède aux soins de santé, les questions se recoupent sur la manière de répondre au mieux à ses besoins en matière de genre et de handicap physique. J'ai décomposé ces questions en trois parties: avant, pendant et après les soins. Avant même de fournir des soins, ou pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation, lorsque nous parlons à nos apprenants de la manière dont ils fournissent des soins, nous réfléchissons généralement à la manière dont nous parlons de l'avortement, et cela ressemble beaucoup à ce que mon collègue a dit à propos des manières normatives dont nous parlons du genre. Comment en parlons-nous? À qui cela s'adresse-t-il? Pourquoi les gens se font-ils avorter? À quoi cela ressemble-t-il? Mais d'un autre côté, il y a aussi la question de savoir comment on parle de la parentalité et de la grossesse. Lorsque j'enseigne sur le handicap et le droit à l'avortement, par exemple, je parle du récit prédominant et de la compréhension des personnes handicapées comme étant incapables d'être parents, ou que les personnes handicapées ne devraient pas être parents, ou qu'elles n'ont pas la capacité de l'être. Il y a une conversation similaire autour des personnes transgenres. Parfois, les gens ont des opinions complexes sur la question de savoir si les enfants ou non être en sécurité à proximité des personnes transgenres. Mais il s'agissait d'un récit dominant très important au passé, qui est évidemment basé sur rien et n'est pas vrai. Mais je pense qu'il est important de s'asseoir un moment et de réfléchir à ces deux éléments, car si nous avons des penchants pour l'un ou l'autre, cela peut avoir un impact sur les conversations que nous avons avec nos clients. Nous devons nous demander si nous sommes vraiment impartiaux, si nous sommes vraiment neutres. Est-ce que je crois vraiment que cette personne, comme une autre cliente qui n'est pas trans, a le même droit de se faire avorter et le même droit d'être parent si elle le souhaite? Il est très important de travailler sur nos propres sentiments à ce sujet. Comment parlez-vous des personnes transgenres en général? Souvent, les gens parlent des personnes transgenres, comme si elles s'agissaient de créatures mythiques situées dans un autre lieu qui n'est pas dans la pièce en ce moment. Il y a cette idée que nous ne sommes pas dans cet espace, que vous n'avez pas potentiellement des collègues qui sont également trans et non-binaires, ou d'autres administrateurs, ou des personnes dans vos classes, ou quoi que ce soit d'autre. Se rappeler que nous sommes là et aussi que les gens pensent souvent que l'on peut voir la transidentité. Donc se rappeler que la transidentité n'est pas nécessairement un élément que l'on peut identifier comme un moyen visible. Comment votre personnel est-il formé et préparé à soutenir les clients? Si vous partagez des locaux, si votre cabinet médical accueille d'autres organisations ou prestataires, il est très important de réfléchir à ce que cela signifie pour votre expérience globale de l'inclusion des personnes transgenres. Si un client arrive, comment pouvez-vous supposer qu'il vivra son expérience si d'autres personnes utilisant cet espace n'ont pas eu ces conversations? Et puis aussi, qu'y a-t-il sur vos brochures? Qu'y a-t-il sur vos sites web? Que voient les gens lorsqu'ils s'intéressent à vos services? J'aimerais également souligner que vous avez un langage et un contenu spécifique qui traitent du soutien aux clients transgenres. Ensuite, lorsque vous envisagez de commencer les soins, à quoi ressemblent vos formulaires d'accueil et vos accueils en direct et qu'est-ce qu'ils incluent?
Dans le cadre de ces discussions sur le premier et deuxième point, j'ai reçu des commentaires comme le suivant. Notre dossier médical électronique ne nous permet pas de changer le nom ou le marqueur de genre. Je comprends cette frustration. J'ai passé en revue plusieurs DME dans mon ancienne clinique et nous nous sommes souvent disputés avec nos fournisseurs de DME sur la manière de modifier ces champs. Je voudrais donc que nous réfléchissions un instant à ce que nous pouvons faire et à ce que nous ne pouvons pas faire. Si les fournisseurs de DME entendent plus souvent dire qu'il s'agit d'un problème, c'est qu'il s'agit de systèmes facilement modifiables. Même dans mes propres DME, nous avons pu faire des ajustements, généralement pour changer les noms ou les marqueurs de genre, ou pour que les personnes qui travaillent à l'accueil et les cliniciens aient des indications très claires sur les noms et les pronoms à utiliser. Je ne vis donc plus avec l'idée que le DME peut être un obstacle, qu'il ne peut pas être changé. Il existe des solutions de contournement, notamment en ce qui concerne la facturation, et c'est l'autre point qui revient, à savoir qu'il est plus difficile de facturer certains services si le client n'a pas de F sur sa carte. Il existe des moyens de travailler avec les prestataires de santé territoriaux ou provinciaux pour apporter ces changements et faire en sorte que la facturation soit toujours possible. Mais cela nécessite souvent une étape supplémentaire. Par ailleurs, dans le cadre de l'accueil, que ce soit en direct ou sur des formulaires, y a-t-il de la place pour fournir des informations sur la langue utilisée par les gens pour désigner les parties de leur corps? Comment voulez-vous que l'on parle de votre corps? Y a-t-il des mots à éviter? C'est un travail que nous avons effectué au Shore Centre en posant ces questions et en donnant aux gens l'occasion de les nommer. Nous avons également parlé de leur expérience, de leurs identités, et encore une fois, compte tenu qu'il s'agit d'un très bon élément des soins tenant compte des traumatismes, et en donnant aux gens la possibilité de dire oui, je ne peux pas parler de cette partie, ou s'il vous plaît, ne touchez pas à cet endroit. Ce genre de choses peut s'avérer très efficace pour les gens dans de nombreux domaines. La prise en compte de votre espace physique en termes de décoration, des salles de bain accessibles à tous, de type de brochures présentes dans l'espace. Quel type d'options proposez-vous aux gens? Qu'est-ce que cela va donner de se promener dans votre espace physique si vous n'êtes pas une femme et d'essayer d'envisager ces types d'options? Votre personnel a-t-il le choix des pronoms sur son badge d'identification? Montrez l'exemple. Je dirais qu'une question que l'on me pose souvent à propos du partage des pronoms est la suivante. Que se passe-t-il lorsque les clients n'aiment pas cela? Lorsque je travaillais dans un centre côtier, il était très fréquent que lors de l'admission d'un client, celui-ci réponde «De quoi parlez-vous?» lorsqu'on lui demandait ses pronoms. Mais il était très facile de dire «Oh, eh bien, nous recevons des clients de tous les genres. Nous voulons être sûrs de bien faire les choses pour vous. Quels pronoms vous conviennent?» Et les gens répondent presque toujours «Oh, d'accord», parce que c'est une question de plus en plus fréquente. Je pense que les gens craignent parfois que d'autres clients réagissent fortement, mais en réalité, ils sont parfois simplement surpris. Alors, que signifie prendre en compte l'expérience trans des personnes sans la mettre constamment en évidence? Cette partie peut sembler quelque peu contradictoire, mais il faut se dire, je ne veux pas ignorer qu'un client est trans ou non binaire, mais je ne veux pas non plus en faire l'aspect central de son accès aux soins. Pour vous donner un exemple très rapide, il existe un syndrome que l'on appelle le syndrome du bras cassé trans, qui signifie essentiellement que votre transidentité sera mise en avant, même si vous vous rendez à l'hôpital avec un bras cassé, on parlera de vous en tant que personne trans et non de votre bras cassé. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il faut penser à ce que le client a vécu avant ce moment et à l'impact que cela a sur les soins qu'il reçoit, en résistant à l'idée d'une identité monolithique ou d'un piège de l'expérience. J'aime beaucoup ce que mon collègue a dit tout à l'heure sur les attentes des personnes transgenres en termes de ce qu'elles sont censées faire ou ne pas faire, et sur la façon dont elles naviguent dans leur genre. Il y a souvent une histoire très spécifique autour du fait d'être transgenre, que l'on a eu cette expérience et que l'on doit détester son corps et se sentir complètement déconnecté de lui. Par exemple, en ce qui concerne la grossesse, elle serait considérée comme une expérience féminine. Et cette idée, cette histoire est profondément fausse, mais reste très dominante. Il faut donc se rappeler que les gens arrivent avec des vies très différentes dans ces moments-là et réfléchir à la façon dont on est à l'aise avec les identités et les besoins qui se croisent. Si vous vous présentez en tant que personne transgenre qui était auparavant sous hormones et qui souffre également d'un handicap musculaire, les gens ont tendance à paniquer un peu plus quant à la manière de vous fournir des soins. Il faut donc réfléchir à l'expérience des personnes qui viennent, qui sont trans et racialisées, ou qui sont trans et ont besoin d'un interprète, et comprendre que, comme pour le reste des populations que nous servons, les gens vont venir avec un certain nombre d'autres éléments et d'autres besoins. Vous vous demandez si vous êtes prêt à parler de contraception pour les personnes qui utilisent un traitement hormonal substitutif ou THS. Il existe un certain nombre de ressources, mais il y a aussi beaucoup de mythes sur les types de contraceptifs que les gens peuvent prendre.
ou l'idée qu'il n'est jamais nécessaire de prendre un contraceptif si l'on prend de la testostérone et que l'on ne tombera pas enceinte. Et donc, avons-nous fait le travail? Nous sentons-nous capables et à l'aise pour parler non seulement de l'efficacité du traitement hormonal substitutif et du contrôle des naissances, mais aussi pour comprendre que les gens peuvent aussi choisir différents types de contrôle des naissances en fonction du confort qu'ils éprouvent vis-à-vis de leur sexe et de leur expérience. Et puis, d'une manière générale, savez-vous à qui vous pouvez vous adresser dans la communauté? Ainsi, si vous envoyez des patientes pour une échographie, pour un suivi, pour des analyses de sang ou pour tout autre type de soins, à qui pouvez-vous vous adresser? C'est un point sur lequel je me suis beaucoup battu dans les organisations dont j'ai fait partie et qui ne disposaient pas d'un bon système d'aiguillage. Dans ces cas-là, l'une des choses que nous avons faites a été d'être vraiment honnête avec les clients. Voici le meilleur endroit où vous devez aller. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir beaucoup d'informations sur ce qu'ils vont faire en termes de travail avec les personnes transgenres. Qu'est-ce que vous aimeriez en termes d'aide à ce sujet? Voulez-vous que nous les appelions à l'avance pour leur en parler? Voulez-vous que nous vous accompagnions? Voulez-vous revenir pour un suivi et bénéficier d'un soutien par la suite? Ceci est une ressource que j'ai utilisée au passé dans mes propres services et il partage non seulement beaucoup d'informations de ce type, mais donne aussi beaucoup de conseils pratiques et de scénarios très clairs. Je vous encourage donc vivement à y jeter un coup d'œil, il est très facile à trouver sur Internet et contient beaucoup d'informations très intéressantes. Merci de m'avoir écouté.